RCF. L'invité. Depuis le vendredi 9 décembre 2022, la Convention citoyenne sur la fin de vie se réunit pour réfléchir et travailler sur les sujets de l'accompagnement à la fin de vie. Faut-il bouger les lignes quant à l'aide active à mourir ? Les travaux des citoyens seront achevés en tout cas ce dimanche 2 avril. En parallèle, les évêques actuellement en assemblée plénière à Lourdes viennent de publier un appel à l'aide active à vivre. Sujet brûlant d'actualité donc, mais sujet plus que sensible et délicat. Nous avons la chance de recevoir aujourd'hui pour en parler Tugdual Derville. Bonjour Tugdual. Bonjour Zoé. Alors vous êtes le porte-parole d'Alliance Vita, vous êtes auteur de plusieurs livres et le tout dernier c'est Docteur, ai-je le droit de vivre encore un peu ? Il a été publié en janvier 2023 aux éditions Salvator. Vous serez ce soir d'ailleurs à 20h30 au CGR de Tours-Centre pour en parler. Alors d'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire sur ce sujet ? C'est au fond la confusion dans ce débat. Vous avez utilisé tout à l'heure, c'était à l'instant cette expression d'aide active à mourir. Bon, c'est des mots positifs. Et qu'est-ce que ça cache ? Suicide assisté, euthanasie, qui sont des mots MAUX, des morts brutales, tentantes. Et le titre de mon livre vient d'une conversation que m'a rapporté un médecin belge qui avait été très choqué, un patient un peu âgé, qui avait certaines pathologies mais n'était pas en fin de vie, avait été convaincu par ses enfants de demander l'euthanasie qui est légale en Belgique. Et la première chose quand il s'est retrouvé face à face avec son médecin qui lui a dit c'est docteur, est-ce que vous croyez que j'ai le droit de vivre encore un peu ? Et on parle du droit entre guillemets de mourir et on s'aperçoit que là où c'est légalisé, il fait intrusion dans la tête des personnes fragiles qui se disent mais est-ce que je suis pas de trop ? Est-ce que je suis pas trop coûteux ? Est-ce que je suis pas inutile ? Est-ce que je devrais pas partir pour laisser la place ? Et ça s'impose donc aux personnes finalement comme un devoir alors qu'on en parlait comme d'un droit. Et donc j'ai voulu avec ce livre démonter 9 arguments qui sont habituellement poussés, qui poussent l'idée d'une légalisation de l'euthanasie ou du suicide assisté, et donc il reviendrait aussi à lever cet interdit de tuer qui est si précieux et qu'on peut argumenter aussi, bien sûr on peut argumenter en sa faveur, cet interdit de tuer qui protège le faible du fort, même celui qui quand il était bien portant se disait tiens plutôt mourir que d'être dans telle ou telle situation, quand il se retrouve dans cette situation il est souvent angoissé à l'idée qu'on retrouve ce qu'il avait pu écrire parce que il a trouvé un sens, il a trouvé des raisons de vivre dans cette situation qui est encore pleinement la vie. Alors ils sont 184 citoyens à travailler sur le sujet, ils ont été tirés au sort, mais selon vous, la convention collective sur la fin de vie, elle reste un peu orientée. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de ce qui va en sortir ? Je dirais oui et non. Oui, parce que les résultats ont été assez effarants, même s'il y a une minorité d'une 40aine de citoyens sélectionnés qui ont dit leur opposition à ce qui avait été voté par d'autres, qui ont dit aussi que ce qu'ils avaient reçu comme information était orienté, on les avait poussés finalement vers cette idée d'une aide active à mourir, donc euthanasie ou suicide assisté, alors que le consensus était quand même les soins palliatifs. Donc ça c'est inquiétant. Ils ont voté pour l'euthanasie, notamment des enfants, y compris presque à une voix près à un moment donné pour ceux qui n'auraient plus la capacité de s'exprimer. Donc c'est allé très loin dans la dérive parce que c'est des bien portants et que le socle documentaire qu'ils ont reçu ne donnait que des livres favorables à l'euthanasie. On a pu protester, j'ai été auditionné par Claire Toury qui est le responsable de ce système participatif. Elle nous a assuré de sa neutralité mais nous en doutons. J'ai dit pas si inquiet que ça parce qu'au fond à l'arrivée c'est le politique qui va trancher. C'est le président de la République. Il a bien dit d'ailleurs que les résultats de la Convention citoyenne ne l'engageaient pas. Il n'a pas voulu se mettre dans la même situation que la Convention climat, en disant attention, ne frustrons pas les personnes qui auront tel ou tel type de projet. Donc, il est responsable de la suite, ou le Parlement, et là, on a quand même toutes les raisons de s'inquiéter quand on voit la façon dont le débat évolue. Est-ce que selon vous, il faut être croyant pour choisir la vie ? Parce qu'on entend beaucoup la voix de l'Église, les évêques, le pape, on sait ce que pense l'Église. Est-ce que le droit à choisir sa mort est en train d'entrer dans la morale ? Eh bien, c'est une question très importante. Moi, j'ai la foi et cette foi, bien sûr, puisque je l'ai, anime ma vie. Mais attention à ce piège de la catholicisation du débat, de laisser croire qu'il y aurait que les cathos qui seraient pour l'interdit de tuer. C'est absurde. On sait bien que dans la rue, quand on est dans telle ou telle situation, on est bien content de ne pas s'entretuer. Et je pense, moi, à cette parole très forte de Robert Badinter, artisan de l'abolition de la peine de mort en France, qui a dit qu'il ne croyait pas à l'euthanasie, surtout pas à l'euthanasie, et même en cas d'exception, disait-il, car la loi pénale, je le cite encore, est à la fois répressive, mais également expressive. Elle dit les valeurs d'une société. Et il conclut en disant, en démocratie, on ne tue pas. Le pape François récemment a dit en substance, vraiment l'humanité, l'être humain ne tue pas, laissons cela aux animaux, ne doit pas tuer, laissons cela aux animaux
Et ce n'est pas une question de religion. Donc, bien sûr, il y a une sacralité de la vie qui va inspirer, pas seulement les chrétiens, beaucoup de croyants, mais cette sacralité, au fond, elle est inscrite dans la conscience profonde de toute personne. Sinon, d'ailleurs, dès qu'on est défavorable à telle ou telle personne, dès qu'on a envie de tuer, on tuerait. Mais non, on est heureusement arrêté. Et vous avez noté aussi que 800 000 soignants, au travers de 10 organisations professionnelles, et pas spécifiquement chrétiennes ou croyantes, hein, des soignants de soins palliatifs, de gériatrie, de réanimation, des infirmiers, 800 000 ont publié un appel en disant « Tuer n'est pas un soin ». Parce que les soignants qui sont au contact de cette réalité, plus encore que les bien portants qui sont dans nos rues, savent à quel point c'est interdit et marquant. 2500 ans avant notre année 2023, le serment d'Hippocrate. Tu ne donneras pas de poison à quiconque, même si on t'en fait la demande. On sait très bien que le soignant risque d'être tout puissant. Il est important, je pense, de planter un peu le décor. D'ailleurs, vous y tenez chez Alliance Vita, de savoir un peu ce qui se passe, quelle est l'actualité. Alors, depuis le 2 février 2016, la France bénéficie de la loi Claeys-Leonetti, qui avait été déjà un peu modifiée. Alors, qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui est possible aujourd'hui? Si on synthétise un peu ces lois, on a eu 2002 loi Kouchner qui indique qu'un patient doit vraiment éclairer, avoir son consentement éclairé quand on fait des traitements, donc une information adéquate pour pouvoir accepter ou refuser tel ou tel traitement. Loi Leonetti de 2005 instaurant des directives anticipées et également renforçant le droit d'un patient de refuser un traitement. Loi Claeys-Leonetti que vous venez d'évoquer où les directives anticipées ont été déclarées contraignantes. Le médecin peut s'y opposer mais d'une manière pluridisciplinaire. Alors les directives anticipées, on va juste revenir dessus, oui. C'est le patient, la personne qui décide, qui écrit. Voilà, qui écrit un document. Nous avons publié, nous, à Alliance Vita, un petit guide, c'est très difficile à faire. Voilà, peut dire, par exemple, moi je vais pas vous dire si je veux ou pas une trachéotomie, et si je suis renversé par une voiture et que j'ai besoin de respirer, on me la fera. Mais par contre, si j'ai une maladie évolutive, une sclérose en plaques, ou une maladie de dégénérescence, et que le médecin me dit le risque c'est un étouffement, je peux accepter ou pas qu'on me fasse ce traitement. Je peux refuser, j'ai le droit. Saint Jean-Paul II, par exemple, avait refusé certaines interventions chirurgicales. Il ne s'agit pas de tout endurer, on peut refuser. Voilà. Et ça a été bien noté, effectivement, dans ces directives anticipées. Nous, on a rajouté aussi, où est-ce que je veux mourir, à domicile ou pas. Il faut que ce soit révisable, parce qu'on peut changer d'avis. Il y a aussi des questions sur le don d'organes. Enfin, il y a pas mal de choses qu'on peut noter qui sécurisent. Même si ça ne garantit pas une mort paisible, il faut bien sûr pouvoir être bien accompagné, bien soulagé. Donc, si je synthétise, peut-être sans aller dans trop de détails, la législation française actuelle, elle est marquée par le fait qu'on ne s'acharne pas, on soulage par les soins antidouleurs, l'accompagnement, des soins palliatifs et à ce maintien de l'interdit de tuer. Le soulagement peut aller jusqu'à une sédation qui peut, dans la majeure partie des cas, être réversible parce que ça permet, par exemple, d'endormir une personne pendant la nuit pour qu'elle soit soulagée, qu'elle se repose et puis peut-être de lui permettre, tout en maintenant des analgésiques, parfois des anxiolytiques si c'est nécessaire, d'être en communication avec ses proches. Et puis ultimement, en toute fin de vie, si c'est nécessaire, on peut faire une sédation profonde et continue jusqu'au décès, qui n'a pas l'intention et le résultat de tuer, qui parfois aboutit à raccourcir la vie, ça peut arriver, mais aussi d'autres fois à l'allonger un peu, parce que quand on souffre moins, bien on vit davantage, mais au moins on maintient cet interdit, qui est absolument fondateur. Voilà, ça c'est la législation française, et elle est bousculée aujourd'hui par une pression qui voudrait qu'on légalise l'injection létale, le fait de tuer délibérément par euthanasie, ou le suicide assisté, qui est de permettre à des personnes de s'auto-injecter, au fond, en déclenchant la perfusion, ou en consommant eux-mêmes un breuvage létal, et bien de administrer eux-mêmes la mort. Et ça, c'est bien sûr une autre culture qui se dessinerait. Donc ces deux termes, en plus suicide assisté et euthanasie, sont regroupés aujourd'hui sous le terme de l'aide active à mourir. Aujourd'hui, impossible en France, mais c'est possible dans d'autres pays. Alors justement, le titre de votre livre, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un patient qui dit ça à son docteur dans un pays où l'euthanasie et le suicide assisté existent. Est-ce que vous savez si aujourd'hui, dans ces pays, est-ce que certains de ces pays reculent, reviennent sur cette décision, ou regrettent peut-être? En fait, il faut écouter, effectivement, je le cite dans mon livre, le témoignage de Theo Bor, qui est un médecin hollandais, qui était membre de la commission de contrôle en Hollande et qui a dit en substance dans une tribune dans le journal Le Monde, Français, ne faites pas ça. J'ai cru que l'euthanasie pouvait aider des personnes à titre exceptionnel, nous dit-il, et en fait, on ne peut pas garantir cet encadrement. Ça glisse de plus en plus, et il montre la courbe d'une euthanasie qui a cru énormément en Hollande, et dans le même temps, les suicides ont
accru aussi parce que ça a ouvert aussi l'idée que la mort administrée était une bonne mort, et sans compter même le suicide assisté, nous dit-il. Donc il dit, Français, ne croyez pas que vous pourrez le bloquer. Alors quelques exemples, si vous voulez, Chanty Décorté, qui est une jeune femme belge l'an dernier, a été euthanasiée. Elle était fragile psychiquement depuis l'adolescence, elle avait connu les attentats de Bruxelles qui l'avaient traumatisée sans être blessée, et sa souffrance psychique lui a donné droit à l'euthanasie. Au Canada, où on a l'aide médicale à mourir, AMM, des personnes handicapées physiques ont désormais le droit d'avoir cette aide, et certains ont dit, nous la demandons, c'est-à-dire nous demandons cette aide entre guillemets, nous demandons l'euthanasie, non pas parce que nous voulons mourir, mais parce qu'on nous refuse les soins appropriés, les aménagements de nos domiciles appropriés. Il n'y a pas de financement pour ça. Donc c'est vraiment extrêmement choquant. On légalise toujours pour des cas exceptionnels, et après ça glisse. Alors désormais en Belgique, l'euthanasie des enfants, par exemple. En Suisse, nous avons cette histoire très dramatique d'un New-Yorkais qui a découvert sur les réseaux sociaux que ses 2 sœurs âgées de 10 ans d'écart l'une et l'autre, étaient parties en voyage à sens unique en Suisse pour se faire suicider sans même qu'elles aient de pathologies graves. On n'a pas su pourquoi. L'association qui gérait ça a dit c'était dans nos critères. Et lui se retrouve endeuillé sans avoir pu intervenir, sans avoir pu vérifier, par exemple, qu'il n'y a pas une emprise de l'une sur l'autre, comme on aurait pu les consoler, les accompagner. Vous voyez, quand on lève cet interdit, quand on exclut des personnes de cette prévention du suicide qui est universelle dans notre pays, il y a toutes les catégories d'âge, pour les personnes les plus fragiles, quand on lève cette prévention pour certains, ça glisse. Et puis ça fait effectivement des victimes. Il nous reste à peine 1 minute. J'ai une dernière question. Que diriez-vous, Tugdual Derville, si vous deviez répondre à la question qui a été posée par Elisabeth Borne, la question à laquelle la Convention citoyenne doit répondre? Le cadre d'accompagnement de fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées, ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits? Eh bien, nous pensons à Alliance Vita qu'il faudrait effectivement des changements, mais c'est qu'il n'y ait plus en France 21 départements ne disposant pas de services de soins palliatifs. Que nous luttions aussi tous ensemble, et je sais que vous le faites ici par tous ces témoins qui viennent vous parler, que nous luttions contre la mort sociale des personnes, notamment des personnes âgées. 4 millions de personnes qui en France n'ont pas 3 conversations suivies par an. Donc effectivement, on ne peut pas lutter contre l'euthanasie et le suicide sous toutes ses formes si on ne remet pas les plus fragiles au cœur de la société. En fond, le maillon faible dans notre société, c'est celui qui tient la chaîne de solidarité. C'est celui qui doit être solidifié. C'est lui qui détermine la résistance de notre société. Et donc, il y a effectivement des changements considérables qui doivent être faits dans le domaine de la santé. Je ne liste pas parce qu'on n'a pas le temps, mais la crise des EHPAD, la crise des soignants, les déserts médicaux, etc., etc. C'est tout cela qu'il faut renforcer pour que personne ne se sente poussé vers la sortie par la levée de cet interdit de tuer qui nous protège dans nos moments de vulnérabilité. Un grand merci, Tugdual Derville, pour vos réponses. Chers auditeurs, si vous souhaitez approfondir ce sujet si important, ce sujet urgent, vous pouvez vous procurer ce livre écrit par Tugdual Derville, Docteur, ai-je le droit de vivre encore un peu, publié en janvier aux éditions Salvator, et venir ce soir à la conférence qu'il tiendra à 20h30 au CGR de Tours Centre. Merci. Merci. Écoutez plus loin que le bout de son nez. Écoutez RCF. La joie se partage.